Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Covid, histoire de changer un peu. Pour ceux qui débarquent, ça ne se voit pas, mais je suis infirmière. Pour plus très longtemps maintenant, pour des raisons évidentes de non-vaccination, je suis une si vilaine fille. Mais ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. On va d'abord faire un petit tour de chauffe avant d'attaquer le plan principal. Faisons durer le plaisir. Bref, depuis l'année dernière, ma seule préoccupation, c'est le Covid. Enfin, plus exactement, la dictature qui sévit sur notre territoire. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que les infirmières ne témoignent pas. Je vois trop souvent ce genre de propos sur les réseaux sociaux et c'est malheureusement bien vrai. Faut pas croire, mais il y en a qui apprécient beaucoup de vivre avec des masques, des attestations de sortie et bientôt avec le pass sanitaire. Enfin bref, sinon ça va vous les co-détenus? Vous vivez bien la dictature? Vous avez vu, l'heure du couvre-feu a été repoussée. Et ça c'est parce qu'on a été de bons citoyens. Donc auto-congratulons-nous de notre propre docilité et notre propre soumission. Continuons comme ça et peut-être qu'on aura le droit à 1 heure de plus d'ici cet été. Ah, on me signale à l'oreillette qu'il n'y a déjà plus de couvre-feu. C'est-il pas fantastique de voir ça? Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que nous soyons en été et que le Covid prend des vacances en même temps que nous, et ça n'a rien à voir avec les élections régionales. On va être tranquille cet été pour mieux recommencer cet automne, exactement comme l'année dernière. On ne change pas une méthode qui fonctionne bien, n'est-ce pas? Si vous êtes sur cette vidéo, c'est soit vous avez été intrigué par le titre de celle-ci, ou soit vous avez été intrigué par ce si merveilleux visage sans masque. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est criminel de cacher une si belle beauté. Oh, c'est bon, je vais bientôt me retrouver à la rue, laissez-moi me complimenter, c'est le seul truc qui va me rester. Bon allez, plus sérieusement, je vais vous présenter 2 axes qui pour moi sont des aberrations totales sur la gestion du Covid. Il n'y en a pas un qui est plus catastrophique que l'autre, ils le sont tous les deux. Première aberration sur la gestion du Covid, les tests de dépistage. J'ai tellement de choses à dire là-dessus que je ne sais pas par quoi commencer. Si ma mémoire est bonne, les tests sont apparus au printemps dernier, au moment du premier confinement. C'est à ce moment-là que les dépistages ont commencé pour ne plus s'arrêter. Au départ, les dépistages par les tests sont faits pour les personnes présentant des symptômes. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise idée. Tu as un doute sur ton état de santé, tu vois que tu tousses, t'as mal à la tête, t'as de la fièvre, tu as tout un panel de symptômes qui s'apparentent à la grippe. Tu passes le test pour être sûr de ne pas avoir le Covid. Si c'est le cas, tu t'isoles le temps de ne plus être contagieux, puis tu reprends ta vie. Je me rappelle encore des discours qu'on nous tenait l'année dernière. Si nous étions positifs au test, soit par le PCR, soit par l'antigénique, nous pouvions toujours aller travailler. Et bizarrement, ça ne dérangeait personne. Depuis facilement l'automne dernier, c'est le discours inverse. Si tu es positif, malgré le fait que tu sois asymptomatique, tu dois absolument être arrêté. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit point vocabulaire pour les termes asymptomatique et être positif. Parce que là, il y a une petite gymnastique mentale à avoir et je trouve que c'est toujours intéressant de revenir sur des notions de vocabulaire pour bien comprendre ce qui se passe avec la gestion du Covid. Être asymptomatique signifie qu'une personne ne présente aucun symptôme. Dans la médecine allopathique, en gros, c'est la médecine conventionnelle en opposition à la médecine naturelle. Un symptôme, c'est un signe qui représente la manifestation du dysfonctionnement du corps. C'est grâce aux symptômes que l'on peut savoir de quelle maladie nous souffrons. Il existe autant de symptômes qu'il existe de dysfonctionnements. La toux, les céphalées, l'hypertension, les éruptions cutanées, la fatigue, les sautes d'humeur, etc., etc. Dans la médecine allopathique, on considère une personne symptomatique qui exprime un panel de symptômes malade et qu'il suffit de supprimer les symptômes pour que la personne aille mieux. A contrario, une personne qui ne présente pas de symptômes est une personne qu'on appelle asymptomatique. C'est-à-dire que c'est une personne qui est censée être en bonne santé. Au moment des dépistages, il arrive que des personnes asymptomatiques se retrouvent avec leur test positif. Être positif asymptomatique au test de dépistage du Covid veut dire 2 choses. Soit vous avez contracté la maladie il y a quelque temps de ça et il vous reste des résidus de la charge virale, soit vous avez le Covid en vous et on ne sait pas quand est-ce que vous allez développer la maladie. En gros, c'est comme si vous aviez le sida. Vous avez le virus en état de dormance et on ne sait pas quand est-ce qu'il va se manifester.
Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Le consensus mondial actuel est de dire qu'une personne positive au Covid, malgré le fait qu'elle soit asymptomatique, est aussi contagieuse qu'une personne symptomatique. C'est-à-dire qu'une personne positive qui n'exprime pas de symptômes, donc qui n'est pas malade, est aussi contagieuse qu'une personne positive qui exprime un syndrome grippal. Dans le jargon populaire, on va dire faux positif pour les personnes qui ont leur test positif malgré le fait qu'elles soient asymptomatiques. Depuis plus d'un an, le monde est régi par rapport aux tests positifs, sans faire la distinction entre ceux qui sont réellement malades et ceux qui ne le sont pas. On met tout le monde dans le même panier, comme si être malade et être sain n'avaient aucune importance. Le plus important, c'est les chiffres. Plus il y a de personnes qui ont leur test positif, plus on considère que l'épidémie est toujours présente, et plus ça justifie les mesures liberticides. D'où l'importance des dépistages de masse, car dans le lot, il y aura toujours des faux positifs. D'où proviennent ces faux positifs? Est-ce que les tests de dépistage sont vraiment fiables? Et surtout, est-ce qu'on peut les remettre en question? Je pense que vous avez entendu parler des cercles d'amplification des tests PCR qui ont changé la donne par rapport aux résultats et par rapport à l'explosion des cas positifs. Écoutons maintenant le professeur Toussaint qui va nous expliquer le problème qui se pose avec les cercles d'amplification. Je vais préciser les choses sur les tests. Si vous avez, comme au printemps, 100 millions de virus détectés dans un microlitre, ça veut dire un petit cube d'1 millimètre de côté, c'est tout petit. Si vous avez 100 millions de virus, vous êtes dans les formes graves qui sont celles que nous avons connues au printemps. Actuellement, nous avons des tests qui permettent de détecter un virus dans la même quantité. Un virus, c'est-à-dire 100 millions de fois moins. Et aucun des tests rendus par les personnes qui les testent avec les bonnes méthodes ne disent quel est le seuil avec lequel l'amplification a été faite et qui change tout. Parce qu'au-delà de 24 cycles d'amplification, on sait que les personnes sont très peu contagieuses. Au-delà de 32, on va arriver dans des zones qui sont infinitésimales. Et au-delà de 35, on ne peut même plus avoir en culture un virus détecté. Ce qui veut dire une fois de plus que l'importance maintenant de la charge virale doit être communiquée pour qu'on puisse comprendre sur le plan épidémiologique à quoi l'on a affaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'automne dernier, on parlait d'une deuxième vague de l'épidémie, car il y avait beaucoup de cas positifs, ce qui a justifié le deuxième confinement au mois de novembre. On ne parle plus de morts, mais de cas positifs. Être Covid+, fait bien plus peur que la mort en elle-même. C'est à ce moment précis de l'année où on parlait des cercles d'amplification des tests qui seraient en lien avec l'explosion des cas positifs. Parmi ces positifs, combien de personnes ont été réellement malades? Parmi les personnes réellement malades, combien y a-t-il eu de morts suite aux conséquences du Covid? En juillet 2021, sur quasiment 6 millions de cas positifs, on est à environ 110 000 morts liés au Covid cumulés depuis l'année dernière. Quelle bonne nouvelle d'apprendre qu'il y a quasiment 6 millions de personnes qui ont survécu au Covid. C'est-il pas merveilleux? A l'inverse, la barre des 100 000 décès a été franchie. C'est un nombre à 6 chiffres. Donc, c'est effrayant, ça fait peur, c'est impressionnant. Mais si on se réfère à la population française, c'est-à-dire 67 millions d'habitants, eh bien ça fait un ratio de 0,0016% de la population qui est décédée du Covid. Autrement dit, ce n'est pas grand-chose. Ça veut dire que le Covid n'est pas si meurtrier qu'on voudrait bien nous le faire croire, et c'est tabou de parler de ça. Les chiffres officiels dans la barre d'infos, vous connaissez les bails. Parmi ces 100 000 personnes qui nous ont quittés du Covid, combien de personnes avaient des comorbidités? C'est-à-dire qui étaient atteints d'une ou plusieurs pathologies, qui étaient déjà condamnées. Et le Covid a été malheureusement un accélérateur de leur mort. Ce qui est très regrettable et inquiétant, ce sont les personnes qui sont décédées du Covid malgré le fait qu'elles n'avaient pas de comorbidité, c'est-à-dire les jeunes et les personnes en bonne santé. Ça fait partie des choses, pour le moment, inexpliquées et injustes de la vie. Tout comme les personnes qui décèdent d'un AVC ou d'un infarctus du myocarde alors qu'elles allaient bien. Je vais vous faire part de 2 anecdotes professionnelles que j'ai vécues, histoire de témoigner de ce qui se passe.
Cette année, il y a eu 2 clusters dans le service où je travaille. Pour rappel, un cluster, c'est un foyer d'infection. Le premier, c'était en février-mars, je m'en rappelle plus trop, et le deuxième, c'était au mois de mai. En février-mars, une de mes collègues a eu le Covid, ce qui a valu de faire un test de dépistage pour tout le personnel et les résidents. Je travaille dans un service EHPAD USLD, donc je ne parle pas de patients, mais de résidents, car c'est leur lieu d'habitation. Pour savoir si ma collègue qui a eu le Covid a contaminé d'autres personnes par inadvertance. Suite à ce dépistage de masse, on a découvert qu'un résident était positif. C'était assez comique, car il faisait partie des personnes positives asymptomatiques et à aucun moment donné, il a développé la maladie. Par précaution, parce que on ne sait jamais, il a été transféré en service de médecine dans une unité spéciale Covid où il a séjourné là-bas pendant 2 fucking semaines. Et pendant ces 2 semaines, il n'a pas été malade une seule fois. C'est un monsieur qu'on a transféré en médecine qui a occupé une place pendant 2 semaines, et 2 semaines quand tu es hospitalisé c'est long, à la place d'une personne qui en avait réellement besoin. Tout ça pourquoi? Pour maintenir l'illusion que l'épidémie est toujours présente. Et encore, je suis dans un petit hôpital de Cambrousse, combien de magouilles de ce genre, à plus grande échelle, il y a dû avoir dans des gros CHU et qu'il y a toujours aujourd'hui. Donc quand on me parle de cluster, à chaque fois je me demande à quoi ressemblent les personnes qui sont soi-disant contaminées. Pour moi, une personne Covid+, asymptomatique, on aura beau le tortiller dans tous les sens, pour moi ça reste une personne qui n'est pas malade. Pour terminer l'histoire du premier cluster, les épidémiologistes de mon hôpital ont considéré qu'il y avait un cluster dans le service alors qu'il n'y avait qu'un agent et un résident positif dont un asymptomatique. Paye la gueule de ton cluster. On passe ensuite au deuxième cluster, plus récent et plus drôle, vous allez voir. Dans le protocole de mon établissement, lorsqu'un résident n'est pas vacciné et qui reçoit de la visite, il doit se faire tester à J4 et J7 après la visite. On a une résidente qui n'est pas vaccinée, qui a eu de la visite et qui a été testée. Sauf qu'on apprend que celle-ci est positive au Covid et pareil aussi, elle est asymptomatique. Elle n'est pas non plus en grande forme, elle souffre de ces pathologies graves, mais elle n'exprime pas de syndrome grippal. Suite à ça, branle-bas combat, dépistage massif pour tout le personnel, sauf les résidents parce que c'est une dame qui ne sort jamais de sa chambre. Suite au dépistage, nous découvrons qu'il y a 3 membres du personnel qui est positif, dont je fais partie. J'ai eu le Covid, plus exactement j'ai eu le variant anglais. C'est pour ça que je vous disais que c'était drôle. Je dois vous avouer que l'embuscade anglaise, je l'ai pas vu venir. Malheureusement, je ne suis pas morte. En effet, il aurait été regrettable que je loupe ces si belles années d'esclavage. Enfin, que dis-je? Il aurait été regrettable que je loupe ces si belles années à galérer dans la rue, car je vais bientôt perdre mon travail et je vais bientôt être ostracisée. Sentez-moi cette odeur des heures des plus sombres de notre histoire. Au moment où je me suis fait tester, j'étais enrhumée. J'avais quand même quelques symptômes. Mais à ce moment-là, je pensais que j'étais enrhumée à cause du temps qu'il faisait à cette époque. Parce qu'en fin avril, début mai, il faisait franchement mauvais. Il faisait froid, il pleuvait tous les jours. Et je pensais que j'avais chopé la crève à cause de ça. Et en plus de ça, quelques semaines auparavant, j'étais très fatiguée à cause d'une grosse période de travail. J'étais à milieu de m'imaginer que j'avais le Covid, mais à la fois ça m'a pas surprise plus que ça. Je ne sais pas comment j'ai eu le Covid, qui m'a contaminée, même si je pense avoir ma petite idée. Les seules personnes avec qui j'ai des contacts rapprochés, ce sont les résidents. Que ça soit pour la toilette, que ça soit pour les faire manger, les pansements, tout ça. Et quelle est la particularité des résidents? Eh bien, ils sont tous vaccinés. Voilà, je ne m'aventurerai pas plus sur ce terrain-là. En plus, je n'ai aucune preuve à apporter, donc ce n'est pas très intéressant. Du coup, avec mes collègues covidés, on a été mis en arrêt forcé pendant 10 jours. Des petites vacances bien méritées. Moi qui ai du mal à m'arrêter en temps normal, je dois vous avouer que ça m'a fait du bien. Sans parler du fait que j'ai ce prestige maintenant d'avoir eu une maladie professionnelle. Donc le deuxième cluster s'est constitué de 4 personnes positives.
une résidente asymptomatique et 3 agents symptomatiques. J'ai appris par la suite que mes 2 collègues étaient pas très en forme. En même temps, c'était pas très surprenant. À force de travailler à l'hôpital, Covid ou pas Covid, on finit par pas être très fraîche. Par la suite, il n'y a pas eu d'autres contaminations dans le service, malgré le fait que moi et mes collègues, nous étions covidés sans le savoir. Ce qui prouve qu'on se lave bien les mains entre chaque résident, ce qui reste le geste le plus efficace contre la propagation de maladies. Bien plus efficace que le masque. La preuve en est, même en portant le masque religieusement tous les jours, on a quand même réussi à choper le Covid. Est-ce que c'est surprenant ? Non. Quand on vous parle de cas positifs, de clusters, regardez toujours plus loin que ça. Au lieu de remettre en question la fiabilité des tests, on préfère se murer dans le truc et amplifier le phénomène alors qu'à la base, il n'y a quasiment rien. Lorsqu'une personne est positive et asymptomatique, la clinique n'est pas du tout prise en considération. Seul le test prévaut tout. Si le test dit que tu es malade alors que tu es asymptomatique, alors tu es malade. On préfère croire le test au détriment de la clinique. Et c'est pour cette raison que pour moi, faire des tests à outrance est une immense aberration. Car dans le lot, on découvrira toujours des personnes asymptomatiques qui ne feront qu'alimenter les chiffres et donneront l'illusion que l'épidémie est bien réelle, alors que sur le terrain, il n'en est absolument rien. Et on peut constater, grâce aux chiffres officiels, que même si nous avons le Covid, on a plus de probabilité de survivre que de mourir. La preuve en est. Bon, à ce moment précis de la vidéo, il doit rester qu'une petite dizaine de personnes et ça m'arrange car on va passer à ma deuxième grosse aberration sur la gestion du Covid, la vaccination. Quel bon sujet glissant, on adore. C'est un sujet où il ne faut pas rigoler avec ça. Il ne faut pas rigoler avec les choses sérieuses. La vaccination fait partie de ces sujets où on ne peut rien dire dessus. Que du bien. Attention, en France, tu ne peux pas être contre les vaccins. Les vaccins, c'est un peu notre Christ personnel. C'est le seul traitement au monde qui peut te sauver de la mort. Les effets secondaires liés au vaccin, ça n'existe pas. Ça existe dans les autres pays. C'est référencé dans les autres pays. Il existe même des indemnisations liées aux effets indésirables des vaccins, comme par exemple aux États-Unis, mais ça n'existe pas en France. Dès que tu essayes d'être un peu critique sur les vaccins, d'avoir du recul et de questionner le bénéfice-risque, tu es automatiquement cancelled. Thierry Casasnovas en a bien fait les frais lorsqu'il a sorti sa série de vidéos sur la vaccination, et je pense également au professeur Joyeux, qui se rappelle de lui sérieusement, qui parle en long, en large et en travers des potentiels risques liés à la vaccination, ce qui lui a valu d'être banni de l'ordre des médecins. Quand je vous dis qu'on rigole pas avec les choses sérieuses, je déconne pas. Et je suis sûre qu'il y a des médecins moins connus qui ont dû subir le même sort. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu cette omerta autour de la vaccination et je trouve que ça s'est empiré depuis l'apparition des vaccins anti-Covid. Je ne suis pas une anti-vax, je ne suis pas non plus une pro-vax. Mais si je pouvais me passer de la vaccination anti-Covid, j'avoue, je m'en passerais bien. Je pars du principe qu'on devrait être tous responsables de notre santé, de notre corps et de la gestion de nos vies, et personne ne devrait avoir l'ascendant sur nous pour ce qui s'agit des questions de santé et de choix de vie. J'aimerais qu'on foute la paix aux personnes qui se sont fait vacciner ou qui veulent se faire vacciner, car c'est leur choix, leur corps et leur responsabilité. Donc pas de « un gna les vaccinés, vous êtes des cobayes, vous êtes des moutons, vous êtes des esclaves du système ». Et pareil aussi, j'aimerais qu'on foute la paix aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que c'est leur choix, leur responsabilité et leur corps. Donc pas de « vous êtes des complotistes, vous avez peur d'être des antennes relais de la 5G ». Je ne supporte pas tout le mépris qu'il y a lorsqu'on prend une décision pour sa santé, pour soi. Il y a autant de raisons de vouloir se faire vacciner, comme il y a autant de raisons de ne pas vouloir se faire vacciner. Pour ma part, ce n'est qu'un avis qui n'engage que moi, comme ce que j'ai pu dire depuis le début de ma vidéo. Je n'ai aucune confiance dans les vaccins anti-Covid qui ont été créés très rapidement et à chaque fois je me demande comment un vaccin contre un virus mutagène peut être vraiment efficace. Le temps de créer le vaccin sur une première souche virale et le temps qu'il soit mis sur le marché, le virus a eu le temps de muter une centaine de fois.
Ou alors il faudrait créer un vaccin toutes les semaines. Je n'ai pas cette vision de la vie ultra bisounours où des gentils laborantins, des gérants de pharmacie et des politiciens se prennent par la main et réfléchissent ensemble à comment sauver le monde de ce méchant virus. Moi je vois surtout des hommes d'affaires qui ont sauté sur l'occasion de s'enrichir encore plus et franchement, ils ont bien raison. Le cancer, le sida, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives existent depuis bien plus longtemps et sont bien plus meurtriers que le Covid. Et à ce jour, on n'a pas de traitement vraiment hyper efficace et surtout, on a zéro vaccin. Rien du tout. Le Covid, qui existe depuis plus d'1 an, on a limite 10 vaccins et combien d'autres vaccins vont être créés par la suite? Si les gérants pharmaceutiques pouvaient investir autant de fric et d'énergie pour les traitements de ces autres maladies comme ils l'ont fait pour le Covid, je vous garantis qu'en ce moment même, on serait immortel. Et on serait obligé de travailler éternellement. Non, en tout cas, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. On va rester sur les vaccins anti-Covid. Non seulement les vaccins ont été créés très rapidement, et nous n'avons pas assez de recul par rapport à l'efficacité et les effets indésirables sur le court terme comme sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années. Même si maintenant il y a quand même pas mal de témoignages qui proviennent du monde entier sur les effets indésirables et sur des morts subites suite à la vaccination. Mais n'oublions pas que ça n'a rien à voir avec les vaccins, bien entendu. Est-ce que vous vous rappelez du scandale qu'il y a eu avec le vaccin AstraZeneca, qui pour moi est un exemple incroyable? On nous avait présenté le truc comme étant un vaccin miraculeux. Et à coup de allez, faut se faire vacciner pour sauver le monde, manque de peau, il y a eu énormément d'effets indésirables recensés, dont la fameuse formation de caillots sanguins. À tel point qu'il y a certains pays qui ont refusé de vacciner leur population avec l'AstraZeneca, comme le Danemark et la Norvège. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans ce vaccin, mais ça s'est vu qu'il y avait un truc bizarre dedans. Dans les autres pays européens, dont la France, l'AstraZeneca est maintenant réservé aux boomers. Mais savez-vous pourquoi en France l'AstraZeneca est réservé aux plus de 55 ans et plus de 60 ans pour les pays frontaliers comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie? C'est une hypothèse qui sort de mon cerveau malade, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. De nos jours, la cinquantaine est un âge critique en termes de santé. C'est à ce moment précis de ta vie où tu apprends que tu as un cancer et qu'il est déjà à un stade avancé, où tu fais ta première phlébite et tu vois que tu as des problèmes de coagulation. C'est l'âge de ton premier AVC ou de ton premier infarctus du myocarde. Et que tout ceci ne va pas aller en s'arrangeant. Et ce n'est pas étonnant, après toute une vie d'esclavage à aller bosser pour survivre, le corps étant mis à rude épreuve toute son existence, finit par lâcher. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui peuvent mourir avant 60 ans et pas liées au Covid. Tout ça pour dire que lorsqu'on prend de l'âge, on est plus polypathologique, plus fatigué et plus fragile que lorsque l'on est jeune. Le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui a provoqué beaucoup d'effets indésirables et ça s'est remarqué parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes en bonne santé qui se sont fait vacciner avec celui-ci et qui ont eu des réactions quelques jours, voire à quelques heures après l'injection, et il y a même eu des morts subites. L'AstraZeneca est maintenant réservé aux vieux. Que pensez-vous qui va se passer? Les effets indésirables seront toujours présents. Sauf qu'ils ne se remarqueront plus. Autant chez un sujet jeune qui développe un problème soudain suite au vaccin, ça se voit tout de suite. Autant chez une personne âgée qui souffre déjà de plusieurs maladies, eh bien on ne sait pas si c'est le vaccin ou ces pathologies qui ont entraîné plusieurs autres dysfonctionnements. C'est pour cette raison que je pense que l'AstraZeneca est maintenant réservé aux plus de 55 ans. Car les effets indésirables de celui-ci ne seront plus recensés puisqu'ils ne se remarqueront plus. Est-ce qu'on n'appellerait pas ça plutôt une supercherie? Et vous vous doutez bien que de penser de cette façon, c'est totalement du complotisme, donc on va vite oublier ce que je viens de dire. Après un malheureux hasard de circonstances, on a commencé à parler des variants qui sont apparus après les premières vaccinations de masse. Et ça a commencé en fin 2020, début année 2021. Comme le variant britannique rebaptisé depuis variant alpha et le variant indien renommé variant delta, qui est apparu juste après les premières vaccinations en Inde. Et puis c'est quoi cette nouvelle mode de renommer les variants avec des lettres grecques? Bien sûr, il n'y a pas de lien de causalité entre la vaccination et l'apparition des variants.
c'est un constat, d'accord ? Calme-toi, ça va bien se passer. On parle même de vagues d'épidémies que les spécialistes arrivent à prévoir pour anticiper le couvre-feu et le confinement, car depuis 1 an et demi, on a remarqué que c'était la solution la plus efficace. Il est très fort probable qu'on ait de nouveau une nouvelle vague d'épidémies d'ici cet automne, voire même plutôt d'ici le mois d'août, car on va nous reprocher qu'on a été trop libre cet été, que la couverture vaccinale en France n'est pas suffisante à cause de ces irresponsables Gaulois réfractaires à la vaccination et par notre faute, le virus est toujours en circulation. Malgré l'efficacité avérée des vaccins, le virus est toujours présent. Bien présent même, surtout dans les EHPAD. Il y a plein de maisons de retraite où il y a une forte couverture vaccinale. On va dire que les pauvres vieux, ils n'ont pas le choix de se faire vacciner, n'est-ce pas ? Et on peut constater depuis ce début d'année qu'il y a une explosion des cas positifs avec à la clé des agents et des résidents qui chopent le Covid. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de nos petits papis-mamies une fois qu'ils ont Covid alors qu'ils sont pas censés l'avoir grâce au vaccin, à part les mettre sous toute une panoplie d'antibio en espérant qu'il y en ait au moins un qui fonctionne? Ah non, ce n'est pas le discours officiel sur les vaccins. Le discours officiel dit que même si tu es vacciné, ça ne t'empêche pas de contracter le virus. Tu l'as juste sous forme atténuée. Et ça t'empêche d'aller en réa et d'être contagieux pour les autres. C'est futé comme truc, hein. Ça se voit qu'il y a des têtes pensantes qui ont réfléchi à toutes ces éventualités. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est vacciné et qui a quand même eu le Covid, eh bien c'est normal et il devrait s'estimer heureux de ne pas avoir eu de forme grave. À chaque fois qu'une personne est atteinte du Covid malgré le fait qu'elle soit vaccinée, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah bah heureusement que cette personne s'est faite vacciner, parce que sinon elle aurait eu une forme grave et elle aurait été en réa. » À ce jour, je ne comprends toujours pas cette affirmation et Dieu sait combien j'ai entendu ça et que je l'entends toujours. Ce que j'entends surtout, c'est des personnes qui répètent le discours des médias sur les vaccins comme un mantra, comme une vérité révélée. Lorsque j'apprends que quelqu'un a le Covid avec symptômes, un vrai cas Covid, et que celle-ci s'est faite vacciner au préalable, soit avec le Pfizer ou soit avec l'AstraZeneca, à chaque fois je me dis « Merde, c'est dommage, cette personne a eu le Covid à cause du vaccin. » Oui, je sais, je fais des raccourcis très rapides et très douteux, mais pardonnez-moi, je vais bientôt perdre mon travail, donc je suis émotionnellement bouleversée. Je ne suis plus maître de ce que je raconte. Comment tu peux affirmer sans hésitation qu'une personne vaccinée n'aura pas de forme grave du Covid? J'ai 2 exemples en tête de résidents vaccinés qui ont eu le Covid bien carabiné, hein, c'est-à-dire plus de 42 fièvres, grosse détresse respi, chez des personnes qui, à la base, n'allaient pas bien. D'où l'importance, peut-être, de se questionner sur l'intérêt de la vaccination chez des personnes comme ça. Mais bon, là, c'est un autre débat. C'est des personnes à qui on a promis qu'ils ne développeraient pas des formes graves du Covid, puisque c'est l'une des promesses qui nous a été faite si on décide de se vacciner. Les 3 promesses étant: vaccinez-vous pour ne pas être contagieux pour les autres, pour ne pas développer une forme grave du Covid et aller en réa, et pour retrouver notre vie d'avant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'à ce jour, il n'y a aucune de ces 3 promesses qui a été respectée. L'exemple le plus récent où se pose la question de la vaccination est ce qui s'est passé dans l'EHPAD des Landes. C'était en fin juin. 2 patients vaccinés sont décédés du Covid-19 dans un EHPAD des Landes où un foyer épidémique lié au variant Delta a été identifié. Le dossier est en cours d'expertise avec en toile de fond la question de l'échec vaccinal. Je trouve ça très surprenant de la part d'LCI de faire un lien de causalité entre les résidents décédés et les vaccins, et de se questionner sur l'efficacité de la vaccination. Ou alors ce média est devenu complotiste et vient de perdre toute crédibilité. Ou alors ce sont les familles qui ont porté plainte et c'est pour ça que l'affaire a été rendue publique. Parce que je pense que si les familles n'auraient pas gueulé, on n'aurait jamais su ce qui serait passé là-bas. Je vous lis un passage de l'article d'LCI que je trouve très intéressant. Pour le directeur de l'Agence régionale de santé, c'est donc aux circonstances de leur contamination qu'il faut s'intéresser. On attend les résultats d'analyse sur ce sujet pour savoir si on est dans un échec vaccinal grave ou si on est en face à des patients qui étaient très fragiles et pour lesquels
Un Covid ou une grippe peut suffire à causer le décès. Explique ainsi à LCI Benoît Elbaud ou Elboud, je sais pas comment ça se prononce, directeur général chez ARS Nouvelle-Aquitaine. Je suis totalement d'accord avec ce constat. Si on part du principe qu'il faut prendre en considération la clinique et les antécédents médicaux d'une personne avant d'envisager n'importe quelle thérapeutique, alors il faut s'interroger sur le bénéfice-risque de la vaccination. Est-ce que ça vaut le coup de vacciner, par exemple, des personnes qui ont plus de 95 ans ou des personnes qu'on sait être en fin de vie, sachant que ces personnes vont bientôt passer l'arme à gauche, avec ou sans Covid et avec ou sans vaccin, avec ce risque immense de faire rentrer le virus dans les EHPAD, et c'est ce qui se passe actuellement. Quand on voit qu'il y a des personnes qui ont le Covid juste après s'être fait vacciner, au bout d'un moment, il faut se poser quelques questions. Je suis sûre qu'aux alentours de chez vous, vous avez entendu parler de contamination dans des EHPAD, ou alors vos grands-parents, parents, suivant l'âge que vous avez, ou membres de votre entourage, ont été mystérieusement covidés malgré le fait qu'ils se soient fait vacciner. Encore une anecdote personnelle. Ma grand-mère est entrée en EHPAD en août 2019 suite à une grosse perte d'autonomie avec chute à répétition et un déclin global de sa santé. En même temps, à presque 94 ans au moment des faits, on peut pas trop lui en vouloir d'être comme ça. Lorsqu'elle est entrée en EHPAD, elle était autonome. Elle arrivait à marcher seule, à manger seule, à faire ses transferts lit-fauteuil toute seule, et lorsqu'elle n'était pas trop fatiguée, elle arrivait à faire sa toilette seule. Bref, elle était pas trop mal. Arrive l'année 2020, l'année de confinement forcé dans les EHPAD. Et en un an, ma grand-mère s'est fortement dégradée, comme beaucoup de personnes âgées en même temps qu'elle. Elle avait complètement perdu cognitivement, elle se laissait aller, elle avait très mal vécu l'année de confinement, les masques, les restrictions en tout genre. Mais elle était encore pas trop mal. Arrive l'année 2021, l'année des vaccins. Elle a eu sa première dose de Pfizer courant février. Elle a eu le Covid quelques temps après sa première dose et au même moment dans l'EHPAD, il y a eu une explosion des cas Covid, autant chez les résidents que chez le personnel soignant après la campagne de vaccination. Une fois qu'elle n'était plus contagieuse, elle a eu sa deuxième dose de Pfizer. 10 jours après, elle est décédée. C'est dommage et regrettable parce que c'est une dame qui aurait pu facilement être centenaire, mais on va dire que l'année de confinement ne lui a pas fait du bien et que le vaccin ne l'a pas aidé à aller mieux. Pour rebondir sur ce qu'a dit le directeur de l'ARS dans l'article d'LCI, c'est le discours que je n'arrête pas d'entendre en ce moment. Si une personne âgée vaccinée décède, alors c'est lié à ses comorbidités. Je suis d'accord, ok, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne dit-on pas la même chose lorsqu'il s'agit d'une personne décédée suite au Covid? Pourquoi ne dit-on pas « Ah mince, monsieur machin, il est décédé, il a eu le Covid, mais bon, en même temps, t'as vu toutes les pathologies qui traînaient depuis plusieurs années ?» Lorsque quelqu'un décède et que l'on apprend que cette personne a eu le Covid, c'est forcément le Covid qui l'a tué. Mais lorsqu'il s'agit de la vaccination, c'est forcément les comorbidités. En aucun cas, le vaccin est responsable. Il n'y a pas de démarche, pas de remise en question. Et c'est ça que je trouve hypocrite. De ce que je constate dans le cadre de mon travail et de tous les témoignages que j'ai pu lire ou qu'on m'a raconté, tu as plus de probabilité de choper le Covid en étant vacciné qu'en ne l'étant pas. Et ça, c'est bien con quand même. Malgré tous les efforts que peut mettre en place le gouvernement à coup de propagande médiatique pour nous dire à quel point les vaccins sont sûrs, la réalité nous démontre que les vaccins ne sont pas sans danger. Et en médecine, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. À chaque médicament, ses effets indésirables. C'est comme ça pour tous les traitements thérapeutiques et les vaccins ne sont pas une exception à la règle. Dire que les vaccins sont sans danger est un mensonge et on est en droit de savoir ce qui potentiellement peut nous arriver si on décide de se faire vacciner. D'où l'importance de s'interroger sur la vaccination. Pour qui? Quel public? Pourquoi? Quel intérêt? Est-ce que ça vaut le coup? Tout en sachant que l'utilisation d'un traitement se discute avec le médecin ou le spécialiste qui nous suit et qui connaît notre dossier médical. Si on décide de prendre un médicament ou de se faire vacciner, c'est parce qu'au préalable, on a été informé de l'intérêt de celui-ci et des potentiels effets secondaires qui peuvent nous arriver. Et surtout,
qu'on est d'accord. Dans le jargon juridique, on appelle ça le consentement libre et éclairé. Chose que le gouvernement n'a pas l'air d'avoir entendu parler dernièrement. Étant donné que ma vidéo est monstrueusement longue et que j'ai dû vous perdre depuis un petit moment déjà, on va s'arrêter ici. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo où on va s'intéresser aux acteurs de la gestion de la crise, parce que là aussi ça vaut son pesant d'or. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. Je suis très curieuse de lire vos témoignages par rapport à ce qui se passe avec le Covid. Comment ça se passe pour vous ? Au travail, à l'école, avec les enfants. Est-ce que vous aussi, vous avez eu le Covid? Faites-vous partie des survivants? Est-ce que vous êtes vacciné? Comment ça se passe? Est-ce que vous connaissez des personnes autour de vous qui sont vaccinées? Comment ça s'est passé pour eux? Ou alors est-ce que vous faites partie de cette catégorie de la population qui ne veulent pas se faire vacciner et que c'est précisément à cause de vous que le virus est toujours en circulation? Bref, vous avez compris l'idée. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, soit sur YouTube ou soit sur Twitter. Salut!